Super, et bien aujourd'hui, j'accueille du coup Pauline Garcia, qui est éthologue, entre autres avec les vaches, mais elle va nous expliquer tout son parcours. Merci Pauline, en tous les cas, de participer à ce sommet. Je suis ravie de t'accueillir. Je vais te laisser la parole et te présenter parce que je crois qu'il y a des gens qui vont écouter notre interview qui ne te connaissent pas forcément. Bien Euh, sûr. je te laisse te présenter. À- Merci. Merci Noélie. Alors, je vais apporter une petite rectification. Je ne suis pas éthologue, mais comportementaliste animalière et ça me permet de faire la différence et d'expliquer, en fait, la différence entre les 2. Donc l'éthologue, c'est le chercheur, c'est celui qui publie régulièrement des études, qui les expose à travers des conférences, des colloques et dans des revues scientifiques. Et le comportementaliste animalier, il a fait des études beaucoup plus courtes, il est très vite sur le terrain et il se sert des études des éthologues, il les vulgarise et il les rend abordables à son public avec lequel il travaille. Donc faire un peu la petite différence. Je travaille beaucoup avec des éthologues. Donc j'aime bien, voilà, j'aime bien ne pas être confondue avec eux, bien que j'aimerais bien être, mais je n'ai pas le bagage scientifique, je n'ai pas le cursus universitaire plutôt. Après, le bagage scientifique, c'est encore autre chose, puisque c'est des connaissances qu'on acquiert. Donc, pour ma présentation, voilà, j'ai cette première casquette, je suis comportementaliste animalière, je travaille sur 3 espèces, les chevaux, les vaches et les chèvres. Mon public, c'est essentiellement des éleveurs bovins, caprins, équins. Toute la France. Je suis amenée à faire des formations partout en France. J'ai aussi les ostéopathes animaliers, les vétérinaires, les inséminateurs, les techniciens. Enfin, j'ai toutes les personnes qui touchent à l'animal, que ce soit agricole ou loisir, sur les 3 espèces que j'ai citées, c'est potentiellement un client, quoi, un client qui fait appel à moi. Une autre casquette, je suis éleveuse moi-même. J'ai ma vache. Non, j'en ai un peu plusieurs. J'en ai pas qu'une seule. J'ai ma ferme. Je suis installée depuis 2015. Je suis hors cadre familial, c'est-à-dire que je ne viens pas du milieu agricole. Mes parents n'étaient pas agriculteurs. J'ai passé un BPREA pour acquérir des connaissances et en plus, ça a été l'occasion de rencontrer mon futur associé parce qu'on est 2 sur la ferme. Donc ça a été en 2015. Mon activité de comportementaliste a commencé en 2013. Donc c'est 2 identités différentes, hein. J'ai une société pour ma boîte, enfin pour le coaching et pour la formation et j'ai ma ferme à côté. Parallèlement, j'écris des livres, ma maison d'édition, c'est La France agricole, sur le bien-être des bovins, mais alors je me suis concentrée que sur cette espèce pour l'instant, parce qu'en fait, ça fait pas longtemps, ça fait que depuis 2020 que j'écris. Donc vulgariser encore une fois, rendre les études abordables et surtout prendre conscience que l'éthologie, ça peut apporter plein de bonnes astuces, parce que c'est comme ça que je le présente dans mes livres. Et quatrième casquette, je suis vulgarisatrice sur les réseaux sociaux sous le nom de Éthodiversité. Je pense que tu vas le mettre après toutes ces coordonnées Ouais, en ouais, légende de cette vidéo. on mettra toutes les coordonnées des légendes, et cetera. Merci à toi déjà pour ce parcours. Comment tu en es venue du coup à observer, à devenir comportementaliste? Parce que, ben, si tu es hors cadre familial, du coup, voilà, c'est Oui. quoi le petit parcours que tu as eu, pour, en arriver Alors, là? moi, j'ai un parcours atypique, c'est-à-dire que je n'ai pas toujours travaillé dans le milieu animalier. Avant de m'installer en tant qu'agricultrice et de créer ma société, j'ai travaillé dans la pub, à Paris, dans les médias. Donc j'ai travaillé pendant 12 ans à Paris. Donc moi, je suis pas parisienne, je suis nîmoise, donc j'ai fait Nîmes-Paris et maintenant je suis installée en Auvergne avec mon activité de formation et ma ferme. Donc comment j'en suis venue? Bah, j'avais fait 12 ans d'activité professionnelle, dans les médias. Donc j'ai travaillé à la radio, à la télé, à la production. Très, très enrichissant sur le plan humain. Ouais, J'ai ouais. beaucoup appris à gérer le stress, sur des plateaux télé, j'ai travaillé beaucoup la partie communication humaine, et puis je commençais déjà à observer, les humains et je sentais que la communication parfois c'était pas son fort. Après j'ai toujours été attirée par les animaux puisque moi à la base je voulais être vétérinaire et OK. puis, quand en sortant du bac, quand l'occasion s'est présentée, soit, je m'orientais vers une filière, audiovisuelle, soit une filière, animalière et j'ai eu une opportunité pour travailler dans le milieu, audiovisuel en sortant du OK. bac. Donc j'ai foncé parce que on me proposait un poste à Paris,
Donc j'avais un bac+2 dans les médias et donc j'avais ce poste-là qui à Fun Radio Paris National, posé. Donc j'ai foncé, mais toujours en tête, cette passion animalière, qui m'envahissait et qui me rattrapait régulièrement. Et au OK, bout de 12 ans, elle m'a rattrapée vraiment complètement et je suis passée à la reconversion professionnelle, quoi. OK. Cool. Donc moi je t'ai connue, pour faire un petit peu le lien de comment on en est arrivé là. Moi je t'ai connue parce que j'ai une de mes élèves, donc Audrey, qui a aussi été interviewée et qui fait du coup de la médiation animale avec ses vaches et quand Mmh, elle m'a expliqué ton travail, je me suis dit: «Waouh, c'est fantastique» parce qu'on le fait beaucoup sur les chevaux, sur les chiens, mmh, mais les vaches on n'en faisait pas forcément et c'était très peu, divulgué en tous les cas. oui. Pourquoi les vaches? Pourquoi les vaches? Parce que, ben, moi-même travaillant avec les vaches et naviguant, enfin évoluant dans le milieu équin, avec tout ce côté éducation, renforcement positif, collaboration de l'animal, coopération, on limite la contention au maximum. Enfin la contention chez un cheval, c'est juste un licol, quoi, et encore, il y a beaucoup de soins qu'on peut faire en liberté. Donc s'il y a pas de la coopération et une bonne relation avec l'animal, c'est compliqué, hein. On les met pas dans des couloirs de contention, on les bloque pas la tête, comme on fait avec les chevaux, avec les vaches. Et donc c'est parti de ma ferme. J'ai commencé à quand je suis arrivée dans ma ferme, bon, le côté relationnel était pour moi pas travaillé dans le bon sens, ou en tout cas pas abouti, de la part de mon associé et de sa famille. Alors pas par, choix, mais par manque de connaissances tout simplement, hein. Ils n'avaient pas connaissance que la vache avait de la mémoire, qu'elle était capable d'apprendre, qu'elle était capable d'attendre, de coopérer. Et donc moi, j'ai commencé à faire des ateliers de renforcement positif, de relationnel, ce qui a fait qu'on a petit à petit construit un troupeau, coopérant, facilitant, et qui nous apporte beaucoup de plaisir dans le travail. Et donc pourquoi les vaches? Bah, c'est parti de ma ferme, en fait. Et c'est parti aussi de ma formation, mon DU éthologie, cheval, que j'ai passé à Rennes. Il y avait des modules sur les animaux d'élevage. OK. Et donc les profs nous avaient montré, plein de travaux sur les brebis, comment les rendre plus dociles, par l'enrichissement, par, des interactions positives régulièrement. Moi, ça tombait sous le sens, je venais d'un milieu équin, ça tombait sous le sens que l'animal soit coopérant. Mais c'est vrai que dans le milieu de l'élevage, ça tombe pas sous le sens. On pense toujours facilité, contention. Je diabolise pas la contention, c'est très utile, mais je pense que on peut avoir un animal coopérant dans la contention et pas agité, fuyant et dangereux. Tout à fait. Donc aujourd'hui, bah, aujourd'hui, tu interviens chez des agriculteurs et Oui. tu formes du coup des agriculteurs. Tu peux nous expliquer un petit peu ton procédé, enfin ton ouais, le processus, comment tu les amènes à ça? Parce qu'il y a des agriculteurs qui sont complètement, réticents et il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus ouverts. Oui. Alors déjà, comment ils prennent contact avec moi? Alors soit ils me contactent, enfin ils me connaissent via les réseaux sociaux, parce que quand même l'agriculteur est très connecté. Et il y a beaucoup de femmes dans le milieu agricole et qui sont sensibles à cette approche, douce, délicate, bienveillante, coopérante. Donc elles cherchent des méthodes, elles cherchent des outils, et quand elles tombent sur mon profil, elles disent: «Waouh, il y a quelque chose à creuser». Donc elles voient que je propose des formations, donc elles me contactent. Après, je leur suggère de passer par une chambre d'agriculture de leur région. La chambre d'agriculture rassemble un groupe local. Ensuite, moi, je me déplace. Le matin, on fait une partie théorique en salle avec le groupe, où je leur explique les besoins fondamentaux des bovins et le monde sensoriel des bovins. Je leur explique vraiment qu'il y a une grosse différence entre les perceptions humaines et bovines, pour qu'ils prennent conscience que si le bovin il refuse par exemple d'avancer dans un contexte, c'est pas qu'il le fait exprès, c'est juste qu'il a une perception sensorielle qui fait que ça inhibe sa locomotion, quoi, ça le freine. Et l'après-midi, on est en pratique dans une ferme d'un des participants qui se prête volontaire, en fait. Et là, je leur explique tout le côté relationnel et enrichissement. Donc, on OK. travaille sur un lot de jeunes bovins sevrés, donc des velles qui ont entre 8 mois et 1 an, en bâtiment. Et je leur explique voilà, comment répondre aux besoins fondamentaux du jeune bovin, parce que justement, il a besoin de découvrir, d'explorer comme un jeune enfant, hein. Ouais. Il y a beaucoup d'étapes qu'on retrouve chez l'humain et chez le jeune animal, hein. Je peux même, développer, enfin élargir sur d'autres espèces. Et donc je leur explique qu'un animal qui est,
enrichi, qui est sollicité sur le plan sensoriel, il sera moins peureux. Il va développer des connexions neuronales et du coup, il sera beaucoup plus, comment dire, quand il va être exposé plus tard dans des situations nouvelles, comme il aura été entraîné au jeune âge, il va moins sursauter, il va moins fuir. Donc, tout ce travail qu'on fait au jeune âge, c'est indispensable pour la future vie de la vache qui va nous accompagner, soit dans le lait, soit dans la viande. Ok. Et donc, ils prennent conscience qu'effectivement, il y a une phase dans le jeune animal, sur le plan cérébral, qu'il faut travailler. Donc, je leur explique comment faire. Donc, je fais des démonstrations avec les jeunes bovins. OK, super. C'est hyper intéressant. Donc moi, du coup, quand Audrey elle m'avait montré ça, donc moi, je connaissais pas du tout ton travail à l'époque, heu Mhm, et j'avais trouvé ça extraordinaire parce que moi, j'avais déjà fait de la médiation, du coup, en emmenant des humains dans les vaches et cetera et je m'étais, aperçue qu'en fait, quand on faisait de la méditation ou qu'on revenait ancrer et cetera, la vache venait à côté de nous. Ce que j'avais pas du tout, en tête parce que pour moi, une vache, c'était agricole et voilà, ça restait agricole. Même venant du cheval, mhm, j'avais pas forcément ça, heu et du coup, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle bien-être animal parce qu'on a quand même, c'est un gros pavé, un gros morceau. Les gens ont une vision des choses qui est pas forcément, vraie, on va dire ça comme ça. mhm. Toi, tu en penses quoi du coup du bien-être animal, que ça soit en agricole ou aujourd'hui dans en tous les cas, l'agricole, on va dire, voilà, on va traire ou on fait de la vache à viande et cetera et nous en médiation, on a aussi ce bien-être animal de pas faire «surtravailler» entre Ah guillemets ouais, évidemment. parce que, en médiation animale, aujourd'hui, c'est un peu la problématique qu'on Mmh. a, les gens, emmènent des animaux en EHPAD et font ça, 6 jours sur 7. Enfin, pour moi, c'est une aberration totale. Mais du coup, ouais, j'aimerais bien échanger avec toi là-dessus, sur le bien-être, déjà, ben, dans l'agriculture, mais aussi après dans les autres, domaines, Mmh. si tu as des choses à dire là-dessus. Beh, déjà, tout professionnel qui est amené à faire côtoyer l'humain et l'animal, que ça soit, dans une ferme parce que, voilà, il côtoie ses vaches ou, dans le cadre de médiation, équitation, enfin, doit avoir des connaissances sur les besoins de l'espèce et comment l'espèce y communique. C'est-à-dire que l'espèce, ben, il a des un langage corporel, et ça va lui servir à exprimer du confort et de l'inconfort. Et donc que ça soit auprès, dans un bâtiment, en séance de médiation, si tu es pas capable de décrypter les postures de l'animal qui est en souffrance, même si c'est très subtil, hein, parfois c'est très, très subtil, hein, tu te rends pas compte, hein, eh bien, tu passes à côté d'informations et le problème, c'est que l'animal, il accumule et ça finit en burn-out et un burn-out chez un animal, c'est quoi? C'est une agression. Donc, je pense que tout professionnel, que ça soit un toiletteur canin, un éleveur de vaches allaitantes, un responsable de zoo, un soigneur en parc animalier, doit avoir des compétences éthologiques. Alors, les vétérinaires, évidemment, quand je forme les jeunes vétérinaires à Oniris, là, à Nantes, ils me disent, malheureusement, on n'a pas assez de cours sur le comportement animal. Et nous, notre objectif, c'est le soin, mais toutes les préliminaires qui avant le soin, c'est-à-dire mettre l'animal à l'aise, mettre l'animal en confort, lire l'animal, on est handicapé là-dessus, on n'est pas assez formé. Donc, les profs et les élèves ont conscience que pour améliorer et gagner en compétences dans le soin, il faut avoir un œil différent dans l'abord, dans le regard. Donc pour moi, c'est ça, la solution, la clé, enfin l'étape par laquelle il faut passer quand on veut travailler avec un animal. L'objectif, c'est travailler avec un animal, peu importe ton milieu professionnel, mais pour atteindre ton objectif, il faut que tu te formes à l'éthologie, que tu te formes à des connaissances éthologiques, que tu gagnes en connaissances sur l'animal. Et il ne faut pas se baser sur des coups de cœur en disant cet animal, il est super mignon, il est cute, il va être top pour une médiation. Non, il est peut-être très beau, mais en fait, il n'est pas du tout adapté à une médiation parce qu'il a le caractère qui ne va pas, il est très sanguin, très nerveux. Et c'est pareil pour les vaches. Tu as des vaches que tu vas préparer et amener dans un concours, et elles vont être super, elles vont bien révéler la race parce qu'elles ont un bon tempérament. Et tu as des races et t'as des vaches, ça va pas du tout le faire. Elles sont trop nerveuses, elles sont complètement déboussolées dès qu'on les sort de la ferme. Et ça, si l'éleveur prend pas conscience qu'en fait,
ça dépend aussi du choix de l'animal que tu décides pour ton activité. Ben, en fait, les animaux, c'est pas des, c'est chaque individu avec des perceptions sensorielles, avec des ressentis, avec un historique, parce qu'ils traînent un bagage génétique qui est pas forcément parfois facilitant, qui demande des compétences derrière du professionnel, parce que si par exemple, tu as un animal, peu importe l'espèce, sa mère était très vive, son père aussi, ça demande une, voilà, ça donne un produit très haut en énergie. Mm. Bien, toi, il va falloir que tu compenses en étant bas en énergie, en étant calme, en étant patient. Si ça fait pas partie de tes compétences parce que tu es quelqu'un de très nerveux et d'impatient, ça va pas trop matcher entre les deux, quoi. Donc, il y a la partie connaissance sur l'animal, mais il y a aussi la partie connaissance sur l'humain. Mm. Moi, je fais beaucoup de formations en développement personnel, moi, pour gagner en compétences et pour mieux encadrer mes éleveurs. Je me rends compte que plus je fais de formations en développement personnel, plus je me rends compte qu'il faut former les humains. Ça, je suis d'accord avec toi. Parce que je gagne en connaissances, en armes de communication, en conseils, et je me rends compte qu'en fait, ça devrait être des cours que tu as depuis le plus jeune âge. Apprendre à communiquer, apprendre à gérer un conflit, apprendre à connaître ses émotions, apprendre à ne pas les refouler, mais à les travailler différemment. T'as pas de cours là-dessus. Non. T'as pas de cours. Mm. Alors, c'est vrai que chacun est différent, mais quand même, tu vas prendre conscience que parfois tes émotions, elles te pourrissent la vie. C'est Elles te ça. pourrissent ta structure, elles te pourrissent les relations que tu as entre l'animal et les humains. C'est ça. Donc ça, c'est deux parties à travailler pour moi quand on décide de se lancer dans un travail avec un, un animal ou des animaux. C'est gagner en connaissance sur les besoins et sur comment ils communiquent et apprendre à te découvrir toi, l'humain, qui tu es. Et Ouais. pour moi, tu auras plus de facilité après dans ton travail. Ouais. C'est super ce que tu dis parce que, ben, moi, je dis exactement la même chose dans mes formations. Je dis toujours: «On va aller travailler d'abord sur vous et après on ira acquérir les compétences pour faire de la médiation». Parce que c'est 5 de votre travail, en fait, mais si vous Oui, travaillez déjà sur vous et sur les besoins de l'animal, voilà, après la médiation, c'est facile. tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce que tu dis, c'est de prendre le temps de choisir son animal. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui font de la médiation, et moi je le vois tous les jours, ne prennent pas le temps de choisir l'animal. Bien sûr. Ils voient un cochon d'Inde, allez c'est bon, on va les faire avec des cochons d'Inde. Voilà, c'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui et c'est bien de le souligner, c'est top. Mais que ça soit, dans le travail ou même, quand tu adoptes un animal pour ton Bien sûr. plaisir, Mmh. le casting parfois tu passes à côté parfois je leur dis, hein: «Le casting est mauvais, hein». Alors je leur dis gentiment avec d'autres mots, mais que ça soit un cheval, un chien, tu t'engages pour quelques années. Tu vas pas faire satisfaire, rembourser quoi, c'est pas possible de faire ça. Enfin, tu es sur du vivant, donc soit moi alors les réseaux sociaux ça pullule de vidéos, de chèvres naines qu'on adopte, c'est trop mignon. Et combien de fois on me contacte après pour me dire: «J'ai adopté des chèvres, je ne m'en sors pas». Bah oui, Parce que, je ne les connais pas assez, leur environnement, je l'ai mal construit, donc je sens qu'elles s'ennuient et comme elles s'ennuient, ben, elles bêlent toute la journée, j'ai des problèmes avec les voisins. Ça va très, très loin, hein, une adoption qui est pas réfléchie, ça peut te pourrir la vie, hein. c'est Ça, c'est ça, clair. c'est ça. Bah, tu vois, on en discutait aussi avec une autre intervenante qui, elle, fait des lamas et elle a des Mmh. chamelles, 2 chamelles et elle disait: «Les lamas aujourd'hui, ça devient, le tour, le tour de cirque dans les EHPAD», mais le Ah lama déjà, ouais, il est territorial donc oui, quand tu l'enlèves de son troupeau et que tu le remets, c'est la guerre, quoi, donc déjà, oui. voilà, c'est très compliqué. Enfin, les gens, ils ont beaucoup de mal entre les animaux territoriaux Mmh. et pas territoriaux, donc voilà, c'est vrai que c'est important que tout le monde sache bien définir ce qu'ils ont envie et pas se lancer comme ça dans un truc parce qu'on a une lubie, quoi. Bah, c'est comme, sur internet, là, ils ont il y a une éleveuse, je crois que c'est en Angleterre, qui a lancé la vachothérapie, enfin un truc, dans ce genre-là. Enfin là, je l'ai francisé, mais elle, Ouais, c'est ouais, pas ouais, comme ça qu'elle l'appelle. C'est en fait, ces vaches enfin sa ferme qu'elle ouvre et les gens peuvent aller les brosser, les gratter. Alors c'est vrai que sur la photo, sur les vidéos, c'est des extraits, tu vois pas dans quelles conditions ça s'est fait avant, ça s'est fait après, tu vois pas si les animaux sont stressés, s'ils produisent moins de lait, s'ils dorment moins bien après. Donc attention à ces modes de se dire, «Je l'ai vu sur internet, je peux me lancer là-dedans», c'est considéré comme validé, quoi. Non, pas du tout.
Enfin, faut tenir compte de ce que l'animal ressent dans ces séances de contact un peu forcé avec l'humain, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le marché, bon, on va venir sur le marché parce que j'aime bien parler de ça. Le marché, ben, les gens ils voient la médiation animale, ils pensent qu'ils aiment les humains et les animaux, quoi. On les met en relation et hop, tout va bien se passer, quoi, Oui, et ça se passe pas vraiment comme ça. Enfin, en tous les cas, je pense que tu le vois aussi du côté comportementaliste où les gens prennent un cheval et puis ou justement des chèvres naines ou autres mmh. et au final, ça se passe pas comme eux, ils ont pensé et c'est vrai que les gens, c'est ce qu'on disait, tout à l'heure en débriefant, il faut arrêter de croire au monde des bisounours. Quand on a un animal, c'est un être, quoi, donc C'est honnête, c'est un engagement et c'est un respect de ses ressentis et c'est vrai que, par exemple, moi je le vois, déjà quand on essaie de créer une relation avec un bovin dans une ferme, hein, moi je leur explique, c'est au jeune âge, ça va commencer. Heu, quand je déroule mes ateliers comme ça, les premières minutes, donc l'atelier il doit durer, à peu près, 45 minutes. ouais, Et entrecoupé de pauses où j'explique plein de choses. Donc je rentre dans les parcs, je sors, je rentre et au début, il y a pas de contact physique avec l'animal. Les animaux sont en liberté autour de moi dans les parcs et ils viennent, ils m'explorent, ils s'approchent ou pas, ça dépend de leur mmh, niveau émotionnel. Et souvent les éleveurs me disent: «Mais tous tes débuts d'atelier, enfin, tu ne cherches pas à interagir physiquement avec l'animal». Je leur dis: «Mais c'est surtout qu'est-ce qu'il faut pas faire?» ouais, L'humain, il a ce besoin de toucher, il a ce besoin de se rassurer et de rentrer en confiance par le sens du toucher. Sauf que chez les autres espèces, le sens du toucher arrive beaucoup plus tard, dans l'interaction. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord s'observer, ensuite ils vont se scanner au niveau olfactif, ils vont s'écouter parce qu'ils vocalisent parfois dans les interactions et après ils vont se rapprocher et peut-être rentrer en interaction. Mais par exemple, les chiens, ils ont très peu d'interaction entre eux, enfin, j'en discutais avec une éthologue, canine. Elle me disait: «Le chien, dans son langage canin, il se touche très peu, sauf dans les jeux». Ça va être des jetés de pattes ou, des simules des morsures, mais c'est l'humain qui cherche à le toucher, à le caresser, mais les chiens entre eux, ils se caressent pas, quoi. Ils vont pas lustrer le poil comme ça toute la journée et ça, c'est le défaut de l'humain, c'est qu'en fait, il pense que ce que lui le ferait du bien, l'animal aussi, il pense que ça va lui faire du bien aussi et donc souvent, en fait, il va trop vite dans les interactions, beaucoup trop vite. L'humain, brûle des étapes et ça viole le contrat, entre l'humain et l'animal, quoi. ouais, tout à fait et puis souvent, justement, quand ils sont, petits, bébés, on veut tout le temps les toucher et c'est là où on fait le plus de mal, quoi. Tout à fait. Parce que du coup, ils ont pas encore les cerveaux bien, développés. Je vois les Oui. poulains à 3 jours mettre un licol, il y a peut-être autre chose Est-ce que autrement. est-ce qu'il va s'en rappeler, est-ce que ça va être bénéfique? Moi, je suis pour l'apprentissage par intermédiaire de la mère. Je le fais Ouais, beaucoup en veau. Il y a des études qui ont montré que chez le poulain, c'était par la mère qu'il fallait tout apprendre aux jeunes, hein. OK. Tu brosses la mère, et puis le poulain, petit à petit, il te trouve intéressant parce que la mère est en confiance, la mère a des postures de détente et c'est comme ça qu'en fait, il faut apprivoiser, le jeune qui découvre le monde humain. C'est pas en arrivant les bras en avant, le licol: «Viens mon ami», non, il va te voir comme un ennemi quoi, plutôt qu'un ami C'est et ça. pour des préliminaires relationnels, c'est un peu violent, quoi. Ouais. Ouais, ouais, puis il y a aussi l'aspect du sevrage aujourd'hui. Oui. Voilà, en chevaux, moi je vois chez moi, j'élève mes poulains, ils sont avec la mère jusqu'à l'âge de 3 ans. On Mmh arrive mh. même à castrer, alors qu'ils sont encore sous la mère et cetera Mmh. et ça fonctionne très bien et en fin de compte, on a des chevaux très équilibrés. Alors que j'avais testé, hein, le sevrage à Oui. 6, à 8, on n'est pas Mmh. du tout pareil, hein. Les animaux Ah sont ben, pas du tout, hein. Moi, c'est en élevage, bovin, les sevrages, allaitants, sont beaucoup mieux digérés, parce qu'en fait, eux, ils auront ce besoin de succion, qui est beaucoup plus marqué, beaucoup plus prolongé dans le temps. Donc mmh, c'est-à-dire que le veau, il va pouvoir téter sa mère jusqu'à presque 1 an, d'accord. et donc pendant 1 an, il a eu des comportements bucco-dentaires, oraux, qui vont être là pour assouvir,
ses situations de stress, bon, la tétée, ça c'est Ouais. évident. Mais il n'y a pas que la succion pour se nourrir, il y a aussi la succion pour anti-stress. Et un veau qui a pu assouvir ce besoin-là, bah, c'est des veaux qui partent bien au niveau mental, quoi. Ils sont beaucoup moins stressés. Les veaux sevrés prématurément, ils sont plus émotifs, quoi. Ils sont plus nerveux parce qu'ils ont justement, ils n'ont pas eu cette solution anti-stress, quoi. Donc, j'essaie de trouver des alternatives, mais je leur dis quand même, identifiez votre problème. Votre problème, c'est la succion. On peut trouver des solutions pansement, on va essayer de trouver, mais quand même, prenez conscience que le sevrage prématuré, ça a des conséquences. Oui, bah, oui, oui, ça c'est sûr. C'est comme un chien, comme tout, Toute hein. espèce, mais bien sûr, Espèce, toute espèce. ouais, ouais. Du coup, ça a un impact sur notre travail en médiation, ça c'est Mais sûr. bien Faut sûr, bien en être sûr, bien conscient. tout à fait. Hem, tu parlais de sociabilisation, tout à l'heure chez les vaches, Oui, enfin avec de l'enrichissement et cetera. Heu, bonjour. du coup, du coup, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais avec, bah, vaches, caprins, bon les chevaux on connaît un petit peu plus, mais voilà. Oui. Alors donc tout se développe au jeune âge, hein, parce que le cerveau à cet âge-là a envie de découvrir, a envie de vivre des expériences et surtout, un jeune bovin comme un poulain, enfin un chevreau, dans son jeune âge et il est à la recherche d'expériences. C'est comme ça qu'il se construit, c'est comme ça qu'il développe son mental, c'est comme ça qu'il va un peu développer sa personnalité. Donc c'est vrai qu'il y a plein d'éleveurs qui me disent: «Ah mais je pourrais commencer sur des vieilles vaches, est-ce que je peux faire le même travail qu'on fait d'enrichissement sur les vieilles vaches?» Je dis: «Tu verras, les vieilles vaches, tu vas leur mettre un objet nouveau, elles vont peut-être s'approcher comme ça, mais elles vont s'en lasser très vite». Alors que donc le principe de l'enrichissement, c'est il y a 2 axes que je travaille. Il y a répondre à des besoins fondamentaux. Donc dans l'enrichissement, ça comprend les brosses qui assurent le grattage, régulier, le grattage, le massage, la détente, l'hygiène, parce qu'une brosse, c'est aussi ça. Donc ça, c'est de l'enrichissement tactile, mais il y a aussi l'enrichissement exploratoire, où là, je vais leur mettre des objets différents, dans leur environnement, qu'ils vont explorer, mais ils explorent et ils sont acteurs. C'est-à-dire que je ne les pousse pas à explorer. Je mets l'objet et l'animal à son rythme, s'approche et explore. Sous la force et sous la contention, l'exploration n'aurait pas du tout la même valeur et la même, importance dans le mental de l'animal. C'est pour ça que je leur dis: «Mettez plusieurs objets et vous allez voir que les animaux s'approchent à leur rythme et ne les forcez pas». Et c'est pas parce qu'il y en a qui viennent très vite et il y en a d'autres qui viennent pas, qu'ils n'apprennent pas. C'est juste qu'ils apprennent en observant les autres, qu'ils vont peut-être s'approcher quand les premiers auront délaissé l'objet, parce qu'il y a le côté hiérarchique aussi qu'il faut gérer Oui, dans un groupe. Il y a les meneuses qui vont arriver tout de suite, ensuite suivies des dominantes, suivies des suiveuses. Donc, il faut tenir compte de ça et pas se dire: «Ben, elles sont toutes pareilles dans un lot et je comprends pas pourquoi elles réagissent pas toutes pareilles». Eh ben non, elles sont pas toutes pareilles justement. Donc je leur explique que, ce travail au jeune âge d'enrichissement va avoir un travail considérable à l'âge adulte. Parce que justement dans ces phases d'exploration, dans ces phases de travail de confiance, parce qu'en fait l'animal il est en train de travailler sa confiance en soi. Parce que l'instinct d'un herbivore, c'est quand même la peur, enfin la fuite. Donc j'apprends à l'herbivore à modérer cette peur. Face à une situation insolite, au lieu de fuir et de oh là là, je gère complètement, je gère plus du tout mes émotions. Eh ben non, tu vas t'immobiliser, observer comme ce qu'on apprend au poulain. ouais, Le voilà. poulain, si on leur fait aucun travail, à un moment donné, c'est infernal. Ils ont peur de tout. Donc avec les vaches, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que je les expose régulièrement à de l'insolite pour qu'au final, ils se disent: «Insolite égale plutôt exploration plutôt que peur». Et donc ça fait des animaux qui, au jeune âge, ont un cerveau très entraîné OK. et donc à l'âge adulte, face à des situations nouvelles qu'ils vivent, constamment, hein, et bien comme ils sont entraînés, c'est des animaux qui sont, moins émotifs, qui vont moins, embarquer tout le troupeau parce qu'ils ont peur. C'est des animaux qui vont plutôt rester statiques et analyser une situation, ce qui est quand même beaucoup plus confortable et beaucoup moins dangereux, dans le quotidien. OK. Donc du coup, ils vont plutôt aller chercher avec leur cortex que le reptilien, du coup? Tout à Si fait. on parle, là-dessus. Je Ouais. cherche à ce que le reptilien soit petit à petit remplacé par le limbique, ouais.
Super, très intéressant tout ça. Donc du coup, c'est intéressant pour voir aussi sur les autres espèces. J'ai bossé avec des phoques et des otaries, ils font exactement Mmh. la même chose. Ah bah, ça m'étonne pas, Ah. ouais. C'est enfin, c'est extraordinaire aussi. On voit les animaux qui ont eu de l'habitude et ceux qui ont pas eu Oui, l'habitude. c'est ça. Voilà. Et beh, écoute, est-ce que tu vois, d'autres choses à dire, à Ben, communiquer? pour parler un petit peu de personnes qui veulent se lancer, dans ce milieu-là, dans, l'accompagnement, que ça soit humain ou animalier, je pense que ça dépend aussi de la motivation de la personne. Mmh, Il y a beaucoup de personnes qui me contactent et qui me disent: «Est-ce que je pourrais avoir des conseils? Comment je ferais?» Moi, je n'ai aucune personne qui m'a aidée. Je me suis faite entièrement toute seule. C'est dans mon tempérament, je suis comme ça aussi. C'est-à-dire que, je teste des choses, je vois que ça va pas, c'est pas grave, je rebondis, j'ai pas peur de l'échec. Mais en tout cas, je j'ai pas attendu une main, pour, me prendre par la main et me dire: «Allez viens, je vais t'expliquer les choses». Peut-être que oui, assister à des conférences de professionnels, ça c'est tout aussi formateur, mais, suivre des conseils à droite à gauche, ça n'empêche pas, hein, mais ne pas attendre et plutôt passer à l'action. Parce que attendre, c'est énergivore et concentrez plutôt votre énergie à de l'action plutôt que de l'attente. Voilà. Les personnes qui sont en reconversion professionnelle ou qui se disent: «Bon, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas?» En fait, tu vas concentrer de l'énergie à te poser des questions alors que tu pourrais concentrer cette énergie et développer cette énergie à passer à l'action. bien sûr. Moi, c'est vraiment, je suis comme ça, donc c'est aucune difficulté pour moi d'être dans le dynamisme, la motivation, le volontariat. Il y a des personnes qui sont parfois plus en retrait, qui osent pas. Je l'entends et je le comprends. Mais, c'est pas comme ça que enfin, faut pas se dire que, les clients vont arriver tout seuls, hem, un coach va venir te donner les clés pour développer ton business sur les réseaux sociaux. Non, soit tu te dis: «Bah, écoute, j'ai pas le mental pour ça et je choisis pas cette voie d'entrepreneuriat parce que je suis pas fait pour être autonome», et dans ces cas-là, rentre dans une structure. Une structure et tu es salarié, mais tu travailles quand même avec l'animal. Donc voilà, ça c'était mon petit conseil sur le développement d'une entreprise, l'entrepreneuriat, que ça soit, animalier ou autre chose, hein. Ouais. N'attends pas que les autres viennent te donner les solutions. Trouve-les et concentre ton énergie dans l'action plutôt que dans l'attente. Super, tu fais passer le même message que moi, je dis exactement la même chose. Je dis toujours à mes élèves: «Allez expérimenter, expérimenter, expérimenter» Oui. et voilà, c'est toujours ce que je leur dis. OK et beh, écoute, je pense qu'on a déjà fait un bon tour de ce que tu fais pour les animaux, ce Mmh que je trouve enfin, moi, je trouve que ton travail est extraordinaire. Donc Merci. donc voilà, et surtout que tu l'as mis sur les vaches, les chèvres, enfin voilà, c'est vrai qu'on parle Mmh beaucoup d'éthologie, de chevaux. On a je pense que c'est une espèce qu'on a bien explorée là-dessus et Oui. comportementaliste équin, je pense qu'il y en a Mmh. une centaine aujourd'hui et plus que ça et voilà. C'est un peu la mode comme la médiation animale, mais c'est vrai Oui. que dans d'autres espèces, on en entend beaucoup moins parler et ouais, allez voir ce que Pauline a fait parce que, bah, déjà que ça soit juste dans le caprin, dans les vaches, dans toutes ces espèces-là, on peut faire vraiment plein de choses aussi et on peut, amener l'animal à développer en fait, son intelligence émotionnelle comme l'humain Tout à quoi, hein, fait, tout à clairement. fait. Et puis souvent les animaux d'élevage, on se dit: «Bah, à quoi bon? De toute façon, on connaît la finalité». Mais Oui. justement, tu Mmh. connais la finalité, mais tu vas travailler pendant, enfin moi mes vaches, j'ai certaines vaches qui ont 15, 16, voire 18 ans. Donc elles Mmh. sont nées sur ma ferme et pendant 18 ans, on va travailler ensemble. Pour moi, c'est mes partenaires de travail. Si c'est des partenaires fuyants, dangereux, je vais traîner un peu la patte pour aller au boulot, quoi. Alors que si c'est des partenaires facilitants qui, quand j'arrive, ils viennent me retrouver, enfin, et qui sont motivés dans le soin, c'est quand même beaucoup plus facilitant. Donc c'est pour ça aussi que j'explique que les animaux d'élevage, on peut pratiquer du medical training. On peut Ouais, les entraîner à être coopérants, on peut faire des simulations de soins pour le jour du soin, qu'ils soient moins stressés, moins nerveux, qui mettent pas le professionnel en danger, que ça soit le vétérinaire ou l'éleveur. bien sûr. Mais ça c'est vrai que je fais des formations de plus en plus maintenant sur le medical training avec les animaux d'élevage. Jusqu'à présent, mais les gens partent de cette formation, ils sont stupéfaits.
stupéfait d'une vache qu'en fait, au bout de quelques clics, donc je travaille avec le clicker training, au bout de quelques clics, elle donne le pied, elle est capable de le rester immobile quand on lui écarte l'œil pour, avant même d'injecter un produit. Elle peut rester immobile pour une prise de sang au niveau de la queue. Les gens sont stupéfaits du niveau de collaboration qu'on peut obtenir d'un animal d'élevage. Mais c'est peut-être le protocole ou ta méthode d'enseigner à l'animal qui n'est pas bonne Bah, oui, ou oui, qui est pas dans le renforcement positif, quoi, qui est pas. c'est ça. Ouais. En tout cas, les animaux d'élevage sont tout aussi capables d'apprendre que le chien, le chat. Même parfois, ils sont plus disciplinés que certains chiens que je vois dans, dans des foyers. Oui, bah, oui, oui. Bah, de toute façon, ils ont déjà, ce concept-là aussi, les vaches qui vont à la traite, elles ont déjà le concept de la discipline, hein, c'est Oui, oui, c'est vrai et puis on est sur des animaux plus placides, ouais. qui sont quand même plus calmes, et quand tu travailles dans le calme avec eux, ils adorent. Ils adorent travailler dans le calme. Un chien, un border collie qui est tout le temps speed, bon, bah, lui demander de poser voilà, c'est un effort pour lui, quoi. Mmh, Donc déjà, quand on est calme, travailler avec une espèce placide, je vous garantis de beaux résultats. c'est ça. Bon, beh, je pense qu'on a tout dit et en tous les cas, c'était très enrichissant notre conversation et je pense que ça va aider, plein, plein de personnes. Je mettrai tous tes coordonnées en bas de la Oui, vidéo et cetera, donc hésitez pas à contacter Pauline, et oui, de cetera. me suivre sur les réseaux sociaux, hein, je suis très active sur Instagram, TikTok, Facebook, sous le nom de Etho Diversité. Etho qui est le diminutif de éthologie, bien sûr. Diversité. Super, et beh, je te remercie beaucoup. Je te dis, à Avec grand très plaisir. bientôt et du coup, Pauline sera pas là pendant les 2 ou 3 soirs de live parce qu'elle a Oui, aussi des obligations personnelles avec les enfants et c'est OK. Donc oui, s'il y a des questions, ils peuvent, du coup, me les envoyer à moi si tu es OK oui, et puis je te les retourne et puis tu répondras, du coup, aux oui, questions, peut-être sur tes réseaux justement en oui, vidéo. justement, Je sais pas, ça peut être une bonne idée. bien Heu, sûr. mais voilà, je pense qu'on peut faire comme ça peut être bien pour tout le monde. Oui, Heu et puis voilà, donc si vous avez des questions, hésitez pas, vous me l'envoyez à moi, vous aurez de toute façon mes coordonnées ou vous envoyez directement à Pauline qui répondra à vos questions. très bien, on fait comme Voilà, ça. et bien à très bientôt à tout le monde. Merci Noélie et bon visionnage. Ouais, merci à vous. Au Au revoir. revoir.